Amis aviateurs, bonjour. Nous sommes le 8 mars 2014 et le Boeing 777 de la Malaysia Airlines 370 quitte l'aéroport de Kuala Lumpur pour rejoindre Pékin à minuit 41 heure locale. Il transporte à son bord 239 personnes, 227 passagers et 12 membres de l'équipage. À 1h19, il établit le dernier contact vocal avec le contrôle aérien malaisien et à 1h21, il établit le dernier contact radar. Une minute plus tard, à 1h22, le transpondeur ADS-B est coupé. Normalement, pour ce genre de vol, ils doivent donner un message ACARS toutes les 30 minutes. Mais à 1h37, pas de message. À 2h11 a lieu le premier ping horaire satellite reçu par Inmarsat 3F1. À 2h15, c'est le dernier contact qu'on a avec les radars militaires. Le temps passe, les heures s'écoulent, et à 6h30, l'arrivée prévue à Pékin ne se fait pas. À 7h24, la Malaysia Airlines annonce l'absence de l'avion aux médias. À 8h11 a lieu le dernier ping horaire reçu par Inmarsat 3F1. Pourtant, à 8h19, Inmarsat réceptionne un ping imprévu partiel venant de l'avion. À 9h15, Inmarsat demande un ping en vain. Et oui, vous le connaissez tous ce mystère, on est en 2020 et encore aujourd'hui, toujours pas de trouvailles importantes concernant le vol MH370. Mais résumons un peu les recherches qui ont été faites jusque-là. Les premières investigations se font dans la mer de Chine, dans la ligne du trajet initial du vol. On retrouve quelques débris, du carburant, mais les recherches montrent qu'elles ne proviennent pas de l'avion. Dès le lendemain du drame, l'analyse des données radar semble montrer que l'avion aurait changé de cap. Il aurait viré vers l'ouest, ce qui pousse les enquêteurs à se poser la question d'un trajet retour un petit peu compliqué. Mais cette enquête est très vite abandonnée, l'absence de signaux radar paraissant complètement impossible. Mais suivant tout de même cette piste d'un virage vers l'ouest, on va poursuivre les recherches dans la mer d'Andaman, proche de l'océan Indien. 2 jours après, le 10 mars, une dizaine d'États se réunissent pour mettre à disposition 43 avions et 37 navires pour mener les recherches. 4 jours après, le 12 mars, la Chine repère sur ses images satellites un groupement de 3 objets flottants réunis là où on a perdu contact avec l'avion. Mais après recherche le lendemain, ces données satellites ne montrent rien puisque les autorités vietnamiennes ne trouvent rien dans cette zone. On est 4 jours après le drame et les rumeurs fusent. Beaucoup d'informations sont dites, mais elles sont souvent approximatives, confuses et démenties après coup. Le 15 mars, le Premier ministre malais annonce un changement de trajectoire de l'appareil après ce silence radio qu'il considère comme délibéré. Pourtant, les images satellites montrent que l'avion aurait volé pendant encore 6 heures après. À ce moment-là, l'hypothèse la plus probable est celle d'un acte terroriste. Et cette thèse est renforcée par la présence du commandant de bord qui avait chez lui un simulateur de vol dont les données ont été effacées juste avant l'accident. Suite aux analyses satellitaires, on définit 2 couloirs de recherche, l'océan Indien et le nord de l'Inde. Et c'est alors qu'on mène la première campagne de grande recherche. Les investigations commencent dans l'océan Indien, et c'est l'Australie qui, le 20 mars, trouve dans l'arc sud des objets flottants, mais la piste est abandonnée, puisque ces analyses ne donnent rien. Grâce aux recherches d'Inmarsat et du service britannique des enquêtes sur les accidents aériens, la Malaysia Airlines annonce que la dernière position connue de l'appareil est en plein océan Indien. Et c'est seulement à partir de ce jour que l'avion est considéré comme perdu. Le navire australien de détection acoustique sous-marine, Ocean Shield, est envoyé dans la zone présumée du crash. À partir du 5 avril, il commence à détecter des signaux pouvant relever d'un enregistreur de vol. On décide donc à partir du 14 avril d'envoyer le robot sous-marin Bluefin 21 dans cette zone-là, mais les recherches ne donnent rien encore une fois. Voilà pour les recherches en mer. Après quelques années, évidemment, plusieurs pays décident de se retirer des recherches puisque ces investigations ne donnent rien. On est donc en 2017 et 3 pays ont décidé d'arrêter de prendre part à ces recherches. Revenons maintenant quelques jours après la disparition pour parler maintenant des analyses satellitaires. Après l'annonce des satellites chinois qui avaient trouvé 3 objets volants dans la zone de perte de contact radar avec l'appareil, les satellites français observent eux aussi une très grande quantité d'objets volants, mais justement en trop grande quantité pour que cela soit normal, considère le directeur des recherches spatiales de Toulouse. Et malgré ces recherches en mer, ces recherches satellites, les recherches ne mènent toujours à rien. Tout ce que l'on a aujourd'hui de l'avion sont quand même quelques débris retrouvés dans plusieurs endroits et que l'on sait appartenir à cet avion.
Des débris que l'on retrouve au large de la Réunion, de l'île du Ramba, de l'île Maurice, de l'Afrique du Sud, du Mozambique et même de Madagascar. Aujourd'hui, les recherches sont plus ou moins mises en suspens. Aucun État ne participe activement à la recherche de cet avion, mais certains individus ou certaines associations isolées continuent de croire à la retrouvaille de cet avion. Passons maintenant aux hypothèses, car il y a en effet quelque chose de mystérieux et en même temps que l'on n'arrive pas à expliquer. Comment cet avion a disparu? Et pourquoi n'est-il pas arrivé à Pékin ce jour-là? La première hypothèse est celle d'un crash au sud du golfe de Thaï, mais l'hypothèse est très vite rejetée en l'absence de débris au large de la Thaïlande. La deuxième est celle d'un incident technique. Dès le début du vol, on observe plusieurs anomalies. Un problème électrique aurait pu dégénérer en incendie, donnant lieu ensuite à une chute brutale du niveau de dioxygène, entraînant une dépressurisation, etc. etc. et d'obstacle en obstacle, un crash de l'avion. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'hypothèse privilégiée par tous ceux qui ont mené l'enquête. La troisième hypothèse, elle me plaît parce qu'elle explique la disparition de l'avion et je ne la trouve pas si incohérente. C'est celle d'un acte terroriste. Je vous l'ai dit, c'est la première piste des médias et en effet, on signale dans l'avion la présence de 2 Iraniens sans papier qui auraient pu être des terroristes, selon les autorités. Les terroristes auraient voulu rejoindre la base américaine de Diego Garcia, en plein océan Indien. Seulement, cette base fait partie des sites secrets de la CIA. Ainsi, en voyant l'avion approcher, la base se serait défendue et aurait attaqué l'avion par missile, et donc aurait recueilli l'avion pour cacher cette nouvelle. Ce n'est pas l'hypothèse privilégiée, mais je trouve qu'elle a quelque chose de cohérent. Ensuite, la quatrième est celle d'un détournement pour des causes humanitaires. Ça paraît vraiment improbable, mais c'est pourtant une vraie hypothèse. En fait, l'avion aurait été détourné, aurait perdu contact radio et radar volontairement pour rejoindre l'île Christmas. Ainsi, là-bas, ils auraient demandé à l'Australie la libération de prisonniers chinois avec les passagers en guise d'otages. Enfin, la dernière hypothèse vraiment soutenue est celle d'un crash volontaire. Un expert canadien, Larry Vance, base son hypothèse sur l'analyse des débris retrouvés. Il considère que ces débris peuvent être dus uniquement à un crash volontaire, que l'avion a été piloté jusqu'au bout. De plus, un soupçon concerne le pilote, Zahari Ahmad Shah, qui apparemment était un militant de l'opposition dans son pays, la Malaisie. Et ainsi, il aurait fait cet attentat par acte politique. Bon, c'est une vidéo un peu lourde en termes de conséquences, pas très marrante, mais cependant, je voulais terminer par un petit peu d'humour avec les théories les plus improbables à ce sujet. J'en ai choisi 3 dont je voulais vous faire part parce qu'elles me paraissent extrêmement intéressantes. La première est celle d'un passage spatio-temporel. L'avion serait rentré dans une sorte de faille spatio-temporelle, une sorte de trou de verre, qui l'aurait mené dans la 4e dimension et qui fait qu'aujourd'hui, il reste indétectable à nos yeux. La deuxième est celle d'un chaman, ce qui vous donne déjà un indice sur l'argument et la théorie qu'il peut donner. Selon lui, c'est un coup des elfes. Les elfes, ils auraient maintenu l'avion suspendu dans les airs et il serait donc jamais retombé. Et aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Et la troisième, je finis par celle-là parce que c'est ma préférée, parce que c'est tout simplement la simplicité. On a un problème, on n'a pas de solution, donc on supprime le problème. Le problème avec ce mystère, c'est qu'on est incapable de retrouver la carcasse de l'avion. Il est devenu invisible. Et bien là voilà la solution. L'avion est devenu invisible. Une entreprise américaine nommée Freescale aurait développé une technologie qui permettrait à l'avion de se rendre invisible. Seulement problème, les Chinois ont entendu dire ça. Et donc les Chinois ont voulu détourner l'avion pour l'amener en Chine. Il y aurait eu quelques complications et donc l'avion est maintenant invisible et disparu. Et pour ceux qui ne croient pas à cette théorie, parce que quand même je sais qu'il y en a qui ne vont pas y croire, quand même je tiens à dire que dans l'avion, il y avait une vingtaine d'employés de l'entreprise Freescale. Comme par hasard. Mais surtout moi, le problème que j'ai avec cette théorie, qui a tendance à me chiffonner un petit peu, c'est que cette théorie se base sur le fait que les Chinois voulaient détourner l'avion
pour récupérer cette technologie. Mais pourquoi détourner un avion pour l'amener en Chine, alors que son objectif principal est de rejoindre Pékin, en Chine? Ça m'échappe un petit peu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. C'est une histoire qui m'a toujours un petit peu fasciné, parce que voilà, il y a plein de recherches, de théories, et je trouve ça assez passionnant. Donc maintenant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour le référencement, et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si mes vidéos vous plaisent, ça vous permet d'en louper aucune. Donc voilà, maintenant je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.